qu'est-ce qui pose problème en général aux professionnels? C'est vraiment la question de monter sur les meubles ou pas. Est-ce que c'est parce que justement l'enfant n'a pas beaucoup d'outils de compréhension des règles? Je pense que c'est plutôt parce que l'adulte n'a pas les outils. La vie de parent, c'est essayer de faire en sorte que son enfant reste en vie. Souvent, ce que je dis aux pros, c'est arrêter de donner des règles, donner de la proximité. Quand la personne se retrouve complètement submergée par son émotion, c'est là qu'elle va avoir des gestes plus extrêmes. Mettre un enfant de côté dans une pièce, qu'elle soit vitrée ou non, c'est clairement pas acceptable. Là, t'es pas dans le cas où il est déjà en train de donner les coups de pied dans la tête. Non, On là est je suis d'accord. je l'ai repéré. T'es en amont. Voilà, je l'ai repéré, j'ai vu que la courbe est montée, tu vois. Mais je te dirai ce que je fais quand on est au sommet. Il faut pas punir, il faut pas crier, etc. Mais après, on fait quoi? Bonjour à tous, bienvenue dans Référence Petite Enfance. Aujourd'hui, notre invité, c'est Damien Gracia, il est déjà venu dans le podcast. Bonjour Damien. Bonjour Amal. Aujourd'hui, le thème qui nous occupe, c'est le cadre, comment poser un cadre bienveillant auprès des enfants en crèche. Est-ce que c'est un sujet dont on te parle très souvent dans les crèches? Ah oui, ça revient systématiquement. Comment mettons un cadre et comment reste-t-on bienveillant? Dans ce cadre-là, il y a aussi des valeurs qui sont impliquées. Et vu qu'on n'a pas tous les mêmes, ça peut être assez compliqué. Ouais, alors qu'est-ce qui pose problème en général aux professionnels? Alors en général, ce qui va poser problème, c'est vraiment la question de monter sur les meubles ou pas. Parce que Ça c'est le plus c'est le plus, fréquent. voilà, c'est le plus gros débat. Derrière, il y a la question de qu'est-ce qu'on laisse faire à l'enfant sans intervenir ou pas. Mais c'est vrai que les meubles, ça Ouais, revient donc assez c'est fréquemment. beaucoup les meubles. À ton avis, c'est quoi l'objectif du sujet des règles et limites et quel objectif on peut se fixer, nous, en tant que professionnels qui accompagnent des jeunes enfants, un objectif qui ne soit pas idéalisé, tu vois? Oui. Alors l'objectif premier, c'est d'apporter vraiment un environnement qui garantisse la sécurité physique et aussi biopsychologique de l'enfant. Ça, c'est vraiment la base, parce que si on laisse l'enfant vraiment sans cadre, il serait capable de pouvoir se mettre en danger. Des fois, je vois des posts sur les réseaux où on dit la vie de parent, c'est essayer de faire en sorte que son enfant reste en vie. Voilà, ça, de l'empêcher de se tuer tout seul, ça, voilà, ça peut faire écho. Donc voilà, il y a déjà cette notion de sécurité, mais je précise que c'est pas que physique, Mm. parce que voilà, il peut y avoir aussi d'autres sortes de violences qui peuvent avoir lieu, d'ordre psychologique aussi, autant entre les enfants que l'adulte vis-à-vis de l'enfant. Bon, le parent, c'est encore autre chose. Mais voilà, Ouais. l'objectif, ça serait vraiment d'apporter quelques règles, on va dire des règles sociales et des règles de sécurité à l'enfant pour... Alors, justement, oui. j'allais te poser cette question-là, parce que dans le référentiel qualité d'accueil des jeunes enfants, sur le cadre, les repères et les interdits, il Mhm. y a 3 pages et on nous dit que le cadre a pour objet de sécuriser les enfants. Donc, Mhm. je te lis la phrase, l'enfant a besoin d'un cadre fourni par l'adulte pour se sentir en sécurité et Oui. se développer. Donc, il y a vraiment cette notion de sécurité qui est abordée. Est-ce qu'il manque pas justement un deuxième volet, le volet social que tu viens d'évoquer, le contrat social, quoi, hein. Les Bien règles, elles sûr. servent aussi Mhm. à pouvoir rendre possible la vie en société. Est-ce que ça fait partie de l'objectif d'après toi? C'est obligatoire parce que quand on se retrouve avec des enfants qui montent sur des meubles, c'est une chose. Quand on se retrouve avec des enfants qui se tapent entre eux et qui peuvent avoir des gestes très violents, là aussi, ça nécessite un cadre et des limites. Donc, bien sûr que ces règles sociales, elles sont importantes. Après, on se retrouve avec un frein majeur, c'est que l'enfant, au niveau de ses capacités et tout ce qu'il peut comprendre du monde social, la boîte à outils, elle n'est pas très très fournie. Donc voilà, des fois on tombe sur des enfants qui ont des bonnes capacités sociales, d'autres fois, pour d'autres, ça va être beaucoup plus compliqué. Et c'est là où il va falloir trouver un juste milieu entre ce qu'on peut lui demander et ce qu'il est capable de faire. Est-ce que c'est à cause de cette petite palette réduite, justement, qu'on a tendance peut-être à aller vers des solutions un peu peut-être simplistes, radicales, Mhm. qu'on appelle des punitions? Bien Est-ce sûr. que c'est parce que justement l'enfant n'a pas beaucoup d'outils de compréhension des règles? Je pense que c'est plutôt parce que l'adulte n'a pas les outils pour pouvoir accompagner Ouais. cet enfant-là. Parce que l'enfant, quoi qu'il arrive, lui, il a toujours été comme ça. Il n'y a pas eu de changement majeur là sur les derniers siècles. C'est juste Mm. notre manière de l'accompagner qui va vraiment changer.
Et je pense que dans le cadre et les limites aujourd'hui, nous, on voit le côté, c'est important pour la sécurité. Il y a certains pros qui vont le voir plutôt, c'est important pour que je garde le contrôle. Et Mm. le côté punition, moi, je le retrouve dans ce besoin de garder le contrôle, c'est-à-dire, je vais faire quelque chose qui aujourd'hui est interdit en crèche, mais qui va me permettre à moi de retrouver une sensation de contrôle, une sensation d'aptitude, de compétence professionnelle. Comme ça, après, je peux rebondir. Et du fait du manque d'outils à ce moment-là, on va se retrouver sur des pratiques comme ça. Mais si les professionnels sont à même de pouvoir accompagner un comportement qui est difficile, sans forcément passer par la punition, ce qui n'est pas facile, ce qui nécessite pas mal d'outils et de formation, et bien là, voilà, on se retrouve absolument pas dans le cas de la punition, mais toujours avec des enfants qui ont des comportements qui sont inacceptables. Donc, toi, tu trouves des cas de punition encore, des professionnels qui te parlent de ça et qui le disent, hein, qui Oui. assument, entre guillemets, et qui osent dire, bah, moi, j'ai puni un enfant. Alors, ils disent pas comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent en général, c'était plus pour la sécurité des autres, finalement. C'était Mm. plus parce qu'il dérangeait la section, cet enfant-là, que voilà, on l'a mis à part. Donc, dernier en date, c'est mettre un enfant dans une pièce isolée, mais la pièce est vitrée. Donc on le voit, ça va. Ben non, ça va pas, parce que mettre un enfant de côté dans une pièce, qu'elle soit vitrée ou non, c'est clairement pas acceptable. Et ça peut être sanctionné justement par la direction. Donc voilà, aujourd'hui, moi j'ai ce genre de pratique qui peut avoir lieu, pas partout heureusement, c'est vraiment des cas extrêmes, mais où on va justifier en disant ah ben ça va, c'est vitré, on a le contact visuel, donc s'il se passe quelque chose, oui, mais en fait l'enfant il est livré à lui-même là, et c'est pas ce qu'on veut. Et d'après toi, pourquoi la professionnelle, elle en vient à cette extrémité à ce moment-là? Je pense que c'est plus par une surcharge émotionnelle du côté de la professionnelle, parce que clairement, elle n'arrive plus à gérer la dynamique de la section, avec cet enfant qui peut avoir un comportement problématique. Et cette dynamique-là va venir faire monter une émotion, ça peut être la colère, ça peut être la frustration, pas mal de choses. Et quand la personne se retrouve complètement submergée par son émotion, c'est là qu'elle va avoir des gestes plus extrêmes. Dans un cas comme ça, moi, bon, moi, je l'ai vécu bien sûr en Mm. crèche, les professionnels qui abordent ça en réunion avec la psychologue et qui disent bah, cet enfant il se tape la tête contre les murs, Mm. il tape les autres, il crie, etc. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Toi, dans le cas précis dont tu parles, par exemple, Mm. il s'est passé quoi? Pourquoi l'enfant il s'est retrouvé derrière cette vitre? Alors, une fois, c'était pour des morsures à répétition. C'est-à-dire que l'enfant, clairement, il n'est pas capable d'entendre la règle, il la comprend, mais il n'arrive pas à l'appliquer, qu'il ne faut pas mordre. Donc, c'est morsure sur morsure. Les professionnels ont une pression monstre parce que derrière, il y a les parents qui veulent des comptes. Elles se font un petit peu étiqueter de professionnels qui font pas attention aux enfants, alors que clairement, moi je l'ai vu, cet enfant-là, c'est un enfant qui est impulsif. C'est pas un manque de vigilance, juste on tourne la tête, ça peut être une morsure, et cet enfant-là, en plus, c'est super vigilant aux regards qui lui sont portés. Donc dès qu'il y a une tête de tournée, si on n'est pas à distance de bras de cet enfant-là, il va mordre. Donc les professionnels, au fur et à mesure, elles ont développé une espèce d'allergie à cet enfant-là, ce qui fait que ça monte très très haut. Le deuxième cas, c'est vraiment sur un enfant potentiellement porteur de troubles, qui va avoir des comportements de prise de risque, autant pour lui que pour les autres. Et il se retrouve voilà, mis à l'écart parce que sur le temps de sieste, il dérange, il réveille tout le monde. Donc, allez, on le met à l'écart, comme ça au moins, on est tranquille. Est-ce que dans ces situations-là, est-ce que c'est trop tôt pour en parler ou est-ce que tu as pu voir des évolutions, trouver des solutions pour ces enfants-là? Alors, j'ai d'abord travaillé avec les professionnels, c'est-à-dire vraiment essayer de comprendre le ressenti à ce moment-là. Et ce qui n'est pas évident, c'est de ne pas être dans le jugement avec ces professionnels-là, parce que ça vient au trip quand même, quand on voit ce genre de scène. On se dit non, non, mais c'est pas possible. Donc déjà, essayer d'accueillir l'émotion du professionnel en face pour essayer de comprendre ce qui se passe et lui donner des outils. Et ensuite, pour régler ses propres problèmes d'émotion, on ne parle pas encore de l'enfant. Et ensuite, avec l'enfant, essayer de trouver des choses, des stratégies qui vont faire que on va diminuer ce genre de comportement-là. Donc ça, c'est plus spécifique à l'enfant. C'est pas une règle qui s'applique à tout le monde. C'est plutôt de l'observation de cet enfant. Moi, je disais souvent à mes équipes, enfin moi, c'est ma psychologue bien sûr Mm. de crèche qui m'a amené à ça. Hein. Je l'ai pas inventé, mais on recommandait à nos équipes, bah voilà, prenez des notes, dites-nous Mm.
à quelle heure ça se produit. C'est souvent un petit peu des comportements qui vont se répéter Oui. dans des moments précis, à des endroits précis de la Mm. crèche, sous peut-être la surveillance de certaines personnes plus que d'autres, ou Oui. voilà, ou quand la composition du groupe, bah, je sais pas moi, le mercredi plus que le jeudi, etc. Mm. Donc il y a aussi cette notion d'observation. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu leur demandes de faire aussi, de t'apporter des éléments plus concrets Oui. sur ce qui s'est passé? En fait, on va partir sur ce qu'on appelle de l'analyse fonctionnelle. C'est un peu ce que tu décris là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe pendant, qu'est-ce qui se passe après. Quel jour on est, à quelle heure ça se passe, qui sont les personnes présentes. Et Ouais, c'est ça. l'objectif, voilà, c'est vraiment de savoir dans quel contexte ça s'est produit. Et je pense que la pire des réponses, c'est ça se produit tout le temps. Ouais, voilà, on entend Voilà, beaucoup, beaucoup ça. c'est Il mord ça. tout le temps, Il il mord crie tout le tout le temps, temps, voilà, tout le temps. C'est même cet enfant pleure tout le temps, d'accord, il respire il jamais, mord tout le monde, il mord il tout le tape tout monde. le monde, Voilà. tout le monde tout le temps. Et au final, quand on fait une analyse fonctionnelle et qu'on voit les éléments, on se rend compte que c'est pas si important que ça, mais derrière, il y a une très grosse émotion de la part de l'équipe. C'est pas si important que ça, c'est pas Mhm. tout le temps, c'est pas tout le monde. Et puis, on peut aussi retrouver de la répétition, ce qui va Oui. nous permettre de trouver ben, peut-être des changements à faire Mhm. pour obtenir un résultat plus probant. Bien sûr. Et orienter aussi le regard des professionnels pour être attentif à des choses qui jusque-là n'étaient absolument pas considérées, comme par exemple le sensoriel. C'est très peu de gens qui considèrent le sensoriel et qui se disent, ok, ben, peut-être que là, le volume sonore peut déranger cet enfant et provoquer des morsures, ou alors simplement c'est la fatigue plus la faim, ça c'est un grand classique. Où il y a trop de mouvements aussi, hein. Il y a certains enfants qui ont une sensibilité visuelle, et dès qu'il y a trop de mouvements, ça va créer de la vulnérabilité qui peut donner lieu soit à un excès de pleurs, soit à des comportements problématiques du type morsure ou coup. Ouais, là, tu as parlé de beaucoup de choses qui font penser au moment de transition dans les crèches. Oui, je pense Donc, à bien 11 sûr, heures c'est là. les moments où il y a le plus d'incidents, de dérives. Oui, Donc, ces moments-là qui font peur aux professionnels aussi, hein, parce qu'on appréhende ces temps où tout d'un coup, tout le monde va se mettre à s'agiter et voir tout le monde va se mettre à pleurer. Euh, donc, c'est des moments qu'il faut vraiment travailler, bien sûr, en équipe avec la direction. Et je pense que c'est beaucoup à la direction et aux psychologues de soutenir le travail de l'équipe sur justement les temps de transition. Alors moi je me souviens très bien de nos directrices Lisa qui avait beaucoup travaillé sur les règles et limites. oui. Dans sa micro-crèche, il y avait pas mal d'enfants qui avaient de l'énergie et elle avait l'impression qu'on passait son temps à dire non et à reprendre les enfants et sans résultat. Hmm. Et donc, elle a fait une formation, elle a écrit beaucoup de choses, elle a fait des petits panneaux avec les règles pour les professionnels, leur rappeler un vocabulaire commun, comment utiliser la répétition des règles, etc. Bon, elle avait quand même l'impression souvent que c'était sans succès, Mhm. mais je pense que voilà, il y a eu quand même un succès relatif. Mais c'est vrai que c'était vraiment un sujet qui fatiguait beaucoup cette équipe-là en particulier. Donc c'est quelque chose qui vient par vague, hein, je pense. Oui. Ce problème de régler les limites, ça peut durer 6 mois dans une crèche, et puis après ça s'arrange, et puis ça passe à une autre crèche. Mais bon, est-ce que toi, tu as une sorte de plan d'action? C'est quoi ta façon d'aider les professionnels si ça se passe vraiment d'une façon un peu aiguë, enfin, s'il y a vraiment une crise sur ce sujet-là dans une crèche? Déjà, ça va essayer de comprendre le besoin de l'enfant. Quel besoin est exprimé derrière l'action qui pose problème et qui nécessite un cadre? Est-ce que, par exemple, si c'est un enfant qui mord, ça va être un besoin d'attention? Est-ce que c'est un besoin de décharge motrice? Celui-là, on le connaît peu, hein, mais il y a beaucoup de gens, tu sais. Des fois, dans le sud, beaucoup, quand on s'énerve, on se mord l'index comme ça, là. Tu sais? Enfin, ce geste-là, il n'est pas anodin. C'est finalement un besoin de décharge motrice et les enfants l'ont. Et des fois, quand ils sont vraiment agités, ça peut être aussi une émotion positive, ils vont avoir ce besoin de mordre. Donc, c'est déjà identifier le besoin. Je reviens un petit peu sur la question de la motricité aussi. Il y a certains enfants qui vont avoir un besoin de complexité motrice qui est bien au-dessus de celui des autres. Donc, quand on va lui dire monte pas sur la table, monte pas sur les meubles, ben, ok, d'accord, j'entends la règle, mais mon besoin, il prime à ça. Et je ne vais pas forcément respecter la règle parce que je n'ai pas les structures cognitives qu'il faut, mais aussi parce que mon corps appelle à cette action-là.
Tu vois ce que je Mm. veux dire? Donc c'est déjà essayer de cibler le besoin. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que si on cible pas le besoin, on ne sait pas où on va intervenir. Si c'est un Bien sûr. besoin d'attention, eh ben, on va peut-être essayer de donner de l'attention différemment à l'enfant. C'est peut-être qu'il manque d'attention positive et qu'il recherche l'attention négative qui est très facile à solliciter. Si c'est un besoin qui est davantage, on va dire, sensoriel ou moteur, eh ben là, il va falloir aménager l'environnement de manière à ce qu'il y ait un minimum de non possible. Tu vois, enfin, imagine, tu as un enfant qui arrive dans une maison de grand-mère où il y a plein de bibelots, il y a plein de choses qu'il faut absolument pas toucher. L'enfant, il a un besoin d'exploration. Ça va pas le faire là, hein. Il va y avoir Bah, des moi, je l'ai noms. ce cas-là, Ouais, parce que j'ai ma petite fille qui a évolué dans ce cas-là avec bah, tous les bibelots de la grand-mère, etc. Une maison, vraiment une maison à l'ancienne hmm, et où passer derrière le canapé, c'était manquer de renverser la lampe en porcelaine. c'est ça. Voilà, à chaque mouvement, tu te dis, ouh là là, elle va casser un truc et un vase, un bibelot. Donc, je vois très très bien de quoi tu parles. Et nous, à la crèche, on travaillait énormément, comme je te disais, sur l'observation, donc qu'est-ce qui s'est passé, et l'observation du comportement, mais aussi de l'espace, donc à quel endroit ça s'est produit. Par exemple, les morsures, c'est souvent dans le coin à morsures. Oui, c'est ça. On On sait... n'y voit pas trop. voilà. Hmm, Alors, justement, c'est un point qui est évoqué, mais assez discrètement dans le référentiel. oui. Euh, donc, je vais te lire la phrase, mais en effet, c'est écrit: Lorsque le nombre d'interdits est élevé, les professionnels s'interrogent sur l'adaptation de l'environnement aux enfants. C'est pas très développé, mais bon, on peut imaginer ce que ça veut dire. Hmm, Alors, nous, à la Girafe Étoilée, dans nos micro-crèches, on a développé une pédagogie piclérienne et on avait des espaces qui étaient structurés par des barrières. mhm, Donc, tu sais, des petites barrières en bois oui. assez basses pour que l'enfant n'ait pas la vue bloquée et qu'on puisse le voir même quand on n'est pas à côté de lui. Ça aussi, dans l'aménagement de l'environnement, je pense que ça dépend aussi de comment on va travailler. Oui, c'est ça, hein, c'est ce que j'allais dire. En fait, les barrières doivent être accompagnées par un travail autour des barrières. Parce que c'est pas considéré comme un parc. C'est là qu'est tout l'intérêt. Et que c'est vrai qu'il y a un gros travail d'accompagnement sur ben, à quoi elles servent et comment on les utilise, à quel moment elles sont ouvertes, à quel moment elles sont fermées. Ça se fait pas tout seul, c'est pas juste pour empêcher les enfants de passer qu'on met des barrières. Donc il y avait cette notion de structurer l'espace pour donner des repères à l'enfant et pour qu'il puisse lui aussi se sentir sécurisé dans son espace. Alors en micro-crèche, il y a aussi le fait que on est en âge mélangé Oui, et donc c'est une façon pour nous de recréer des petites sections en fait et de bien pas sûr. être en grand groupe parce que c'est vrai que tu vois, tu peux accueillir jusqu'à 13 14 enfants. Ça fait quand même beaucoup Mhm. d'enfants dans un seul et même espace commun. Donc, est-ce que ça, c'est pas aussi un facteur de trouble quand Oui. il y a trop d'enfants dans la même pièce? C'est un facteur énorme. J'ai entendu, alors j'ai pas la référence, mais c'est un EJE qui m'avait dit ça, que a priori le maximum par pièce c'est 16 personnes, 16 enfants. Oui, C'est ouais. j'ai entendu Josette Serre, par exemple, Ok. le dire. Alors, dans mon souvenir, elle disait 15. Mais en effet, à Même 15, partir de... ça Ouais, peut être chaud, hein. Moi je ça peut être dirais, chaud. Ouais. voilà, humainement, 12 c'est pas mal. C'est pas mal. Quand on Ouais. arrive à 14, là ça commence à piquer un petit peu, et alors à 16, c'est vraiment la limite à pas franchir. Mais Alors, c'est ça. C'est pour ça que nous, en fait, avec, tu vois, on accueille en général entre 12 et 13, voire 14 enfants, mais 14, mm, c'est très, très rare. Avec les barrières, en fait, on avait un espace pour les non-moteurs et puis un espace pour les marcheurs. Et donc, ça faisait des beaucoup plus petits groupes et ça permettait d'avoir aussi des professionnels plus concentrés avec leur groupe plutôt que de, tu vois, d'être tous un peu partout, voilà, d'être vigilante à perdus dans tout un grand espace. ouais, et finalement à rien. Mais tu vois, j'ai eu justement un cas de figure assez compliqué dans une micro-crèche où il y avait ces barrières qui étaient installées, mais c'est pas les barrières le problème. C'est qu'on a un enfant qui, au bout d'un moment, c'est pas tout de suite, mais tu vois qu'il il fatigue assez rapidement. C'est pas une fatigue où il va avoir sommeil, mais où plutôt il va être irritable. Et cet Ouais, enfant-là, quand il commence à être irritable, donc c'est dans une micro-crèche, il va aller à la barrière là où il y a certains bébés qui vont commencer à se hisser, tu sais, cette étape-là, là, où on attrape et on se hisse sur oui, les ils essayent jambes. de se lever, bien sûr. Voilà. Et lui, il commence ses gestes d'agressivité par pousser les bébés en arrière. Et là, tu te dis, oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Et donc, les pros m'avaient dit, tu vas voir cet enfant, il massacre tout le monde. Et le mot m'avait vraiment choqué.
Je me suis dit, qu'est-ce qui m'attend? Et donc, je le vois, il pousse les bébés, et là, je regarde les pros, parce que moi, je leur ai dit, je fais rien pour l'instant. Et elles réagissent pas. Donc, les bébés tombent à la renverse sur un matelas, hein, mais ça pleure de partout. Il commence comme ça, lui, ça le fait rire. Et après, il attaque un copain qui a à peu près le même âge. Il lui fait une clé de bras. Donc, il met sa tête entre voilà son aisselle et son coude. Il le met au sol, et là, violence extrême, il lui frappe la tête à coups de pied. Mais Ah oui, vraiment. carrément. Donc, moi, là, j'interviens. Parce que clairement, bon, c'est trop, quoi. Il faut y aller. Mais au fur et à mesure, j'ai dit aux pros, attention, dès que vous voyez qu'il va vers la barrière des bébés, vous savez comment ça va terminer. Donc c'est là qu'on intervient. On n'attend pas qu'il donne des coups de pied dans la tête aux copains. Mais voilà, il y a ça aussi qui peut être important, Ah oui, tu heureusement veux pour le dire coup, que qu'il y avait le cette premier barrière. Hein. signe, ouais, le Mm. premier signe, c'était je pousse le bébé, mais Oui. qu'en fait, on a repéré qu'à chaque fois, ça se terminait beaucoup plus Mm. violemment. Et de toute façon, bon, là, tu le disais toi-même, c'est pas tellement le sujet de la barrière, parce que si Mm. l'enfant s'était levé contre un meuble, ça aurait fait le même résultat. Oui, heureusement qu'il y avait la barrière pour le coup, sinon c'était pas juste je pousse, hein. Je sais pas ce que ça aurait été. Mm. Ouais, c'est qu'il aurait fini avec les coups de pied dans la tête, le petit Ah bébé. ouais. Mais voilà, il se rend pas compte, hein, cet enfant-là, il n'a pas encore l'empathie. Il voit bien que l'enfant pleure, mais est-ce qu'il ressent ce que ressent l'enfant? Absolument pas, ça sera beaucoup plus tard. Donc c'est ça qui est compliqué. Et tu vois, dans le cadre et les limites, je trouve que les pros, pour le coup, manquaient d'outils. Parce que leurs outils, ça va être l'intervention à distance. Stop, arrête, ne fais pas ça. L'enfant, c'est l'air de dire, ok, bon, j'entends des mots, mais il se passe rien. Moi, je leur ai dit, arrêtez de parler, déplacez-vous. Et c'est pas parce qu'on se déplace qu'on va être tout de suite dans l'agressivité. Je me déplace, j'arrive, je peux poser mes mains sur les épaules de l'enfant, je lui demande si ça va. Moi, j'aime bien faire ça. Je me pose à côté de l'enfant et je lui dis, est-ce que ça va? Et là, il me regarde, l'air de dire, ah, ok, t'as vu que j'étais en train de faire une bêtise, tu t'es déplacé. Et là, il y a deux cas de Alors là, figure. là, t'es pas dans le cas où il est déjà en train de donner les coups de pied dans la Non, tête, non, on là, est d'accord. je l'ai C'est repéré. en amont. Voilà, je l'ai repéré, j'ai vu que la courbe est montée, tu vois. Ouais, Mais je te dirai ce que je fais quand on est au sommet, là. Donc ouais. là, je lui demande ça va, soit il redescend tranquille parce qu'il voit qu'on a de la tension, soit il continue. Et là, je vais intervenir en lui disant, écoute là, je vois clairement ce qui va se passer. Je vois que tu as envie d'aller pousser les copains. Je vais te proposer une alternative. Si tu as vraiment besoin de pousser, que tu as besoin de cette décharge motrice dans les bras, je lui dis pas autant de choses, hein, mais je lui dis si tu as besoin de pousser, ben on va pousser dans les mains. Tu vas te mettre face à moi, je te mets les mains en face et on va pousser tous les deux. Et moi, je me mets en mode coach. C'est-à-dire, je lui dis, allez, Mm. je veux de la force, je veux quelque chose. Là, je sens rien du tout. Je fais semblant de reculer, sinon le pauvre, il est tout le temps en échec. Mais on part sur un moment où on est sur de l'attention positive et en même temps, je réponds à son besoin de décharge motrice. Tu vois? Mm. Mais Ouais. surtout, je laisse pas aller les choses. Et j'interviens physiquement tout de suite. Je vais pas commencer avec ma télécommande, là, à distance, à commencer à dire, s'il te plaît, arrête, ou ça marche pas. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup cette idée qu'il faut répéter les règles, répéter les règles, Oui, répéter les règles. Mais en fait, ça suffit pas ça de suffit juste. pas. On a tous rencontré un enfant qui nous entend et fait comme s'il nous entendait pas parce qu'en fait, on répète tout le temps la même chose et que il n'y a pas de conséquences, Il n'y a il se pas de passe rien. conséquences. C'est exactement ça. Vu qu'il n'y a pas de conséquences, on continue. Et souvent, ce que je dis aux pros, c'est arrêter de donner des règles, donner de la proximité. Et ça Mm. cadre la proximité. Enfin, voilà, imaginons, il y a un gendarme qui est loin là et qui siffle. Nous, on a marché depuis. Ouais, il se passe rien. Par contre, s'il commence à se déplacer vers nous, là, peut-être qu'il y a des choses qui vont changer. Donc, sans forcément être dans une agressivité ou une posture de colère. Hein. On peut être vraiment avec un visage impassible ou un visage qui. Bon, on va pas y arriver tout sourire en rigolant. Ah non, comme ça on fait des bêtises, tu vois. Ça ne veut pas être cette posture-là. Si par exemple, je me retrouve dans l'autre cas de figure où là, on est au coup de pied dans la tête. Donc, c'est ce qui s'est passé. Moi, ce que je fais, c'est que j'interviens tout de suite et j'attrape l'enfant qui donne les coups de pied. Et là, je regarde les pros, l'air de dire occupez-vous de, entre guillemets, la victime. Parce que le pauvre, là, il est au sol, il pleure. Hein. Cet enfant, je vais le récupérer et lui, il est dans l'émotion. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à se débattre. Je vais vite me mettre au sol et je lui dis regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais te tenir contre moi sans forcément te serrer. Si vraiment l'enfant il se débat de tous les côtés, il veut pas être tenu, mais dans ce cas-là, je me mets à proximité, c'est-à-dire à 30 centimètres juste à côté. Je lui dis je reste à côté de toi. Et on va redescendre tous les deux. Je vois que l'émotion elle est trop forte. On va redescendre tous les deux. Tu vois, c'est ce qu'ils disent aussi dans le rapport. Il faut se mettre en retrait avec l'enfant, pas juste l'enfant tout seul.
Parce que l'enfant, là, il est pris dans une émotion, même si c'est de la colère, tout ça, et il a besoin qu'on redescende ensemble. Et là, il va se passer, allez, une minute et demie, ce qui peut être long, hein, quand on s'immobilise. Donc, dans le cas de figure, dans la situation que je t'ai donnée, l'enfant, il a très très bien accepté les bras. C'est-à-dire, dès que je l'ai pris, il s'est calmé. Alors, je m'y attendais pas. Moi, je m'attendais à des coups de coude, à des crachats ou quoi que ce soit. Donc, je prends bien soin de le mettre dos à moi. Donc, voilà, je le tiens, mon bras autour de son ventre, il est dos à moi. S'il est face à moi, bon courage, hein. Ça va être des coups de poing, ça va être des crachats. J'ai déjà eu. Et là, on va se poser tranquillement. Et au bout d'un moment, je sens qu'il bouge un peu. Et là, je vais lui dire, est-ce que tu veux retourner jouer avec les copains? Est-ce que tu te sens mieux? Oui, non, tu restes un petit peu. Ou ça peut être une proposition que je lui fais si je vois que ça fait 5 minutes qu'il est sur les bras. Et là, on est parti pour cet enfant-là, une demi-heure, 40 minutes d'autonomie avant de retomber dans les gestes agressifs. Et il va avoir besoin de cette proximité. Et au fur et à mesure du temps qu'on met ça en place avec les pros, c'est lui qui va le demander. Alors, est-ce qu'on parle de être contenu Oui, dans le cas que tu décris? Et exactement. c'est un peu le sujet aussi des barrières que j'abordais tout à l'heure. Mhm. D'après Picler, c'est vraiment le côté contenant, Oui, le fait d'être sécurisé par son environnement. Donc là, tu le contiens dans tes bras. oui, Ou alors, comme tu disais, s'il veut pas, eh ben, tu restes à côté de lui et tu es fiable en fait. Tu lui dis, je vais voilà. rester à côté de toi et tu restes à côté de lui. C'est ça. Et éventuellement, je préviens certains gestes qui pourraient le blesser. Tu parlais de taper la tête contre le sol. Ben, ça arrive qu'il y ait des enfants qui le fassent dans des excès de colère. Dans ce cas-là, moi, ce que je recommande aux pros, c'est d'essayer soit de mettre un matelas, soit de mettre la main, même si, bon, nous, ça peut nous faire mal, ou alors de prendre l'enfant et de faire un balancement. Parce que Ouais. je sais pas pourquoi, je l'ai testé avec un enfant autiste, ça a super bien marché. Il se tapait la tête partout. On a fait ce geste de balancier. Alors au début, il se tapait la tête contre ma cage thoracique, et après, il s'est arrêté. Ouais, c'est marrant, tu parles d'autisme et en effet, j'avais déjà interviewé plusieurs personnes, dont Stéphanie Gruet, dans un épisode du podcast, où justement elle évoquait, parce elle est vraiment spécialisée sur ce sujet-là et elle a un enfant autiste, elle évoquait des outils comme le casque auditif. Oui. Et en fait, ce qu'elle disait, c'est que ça pouvait servir, en fait, elle s'était rendue compte en le préconisant dans certains établissements, que ce casque, il pouvait être utile à tous les enfants. Il n'y a pas que l'enfant autiste Bien sûr. qui a ce besoin de s'isoler. Et comme tu disais, au niveau sensoriel, bah, parfois il y a trop de bruit. Et donc, en mettant ces casques à disposition des enfants, elle s'était rendue compte qu'il y avait certains enfants, n'importe quel enfant, c'était pas que l'autiste, qui pouvait aller se mettre à l'abri du bruit. Mhm. Cet épisode, il était très intéressant. C'est notre épisode 43, si les auditeurs veulent le retrouver. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Mais Mhm. donc, en effet, je pense qu'il y a des clés, en fait, des petites astuces, entre guillemets, Oui. qu'on peut trouver et qu'on peut utiliser comme ça avec tous les enfants. Donc, toi, tu as ce mouvement de balancement, le fait de Mhm. tenir l'enfant dos à toi. Moi, j'ai cette idée du casque anti-bruit. Est-ce que Oui. tu as d'autres petits cas, petits exemples d'outils que tu peux citer? Alors, par exemple, pour les enfants autistes, je passe beaucoup par les jeux répétitifs, c'est-à-dire que plutôt que d'aller à l'encontre des stéréotypies, je vais aller les provoquer. Donc, je vais faire tourner des objets comme des assiettes, je vais lancer des balles. Voilà, essayer de rentrer un petit peu dans leur monde et ça va créer une relation. Et là, c'est sûr que pour gérer les crises, ça va être autre chose. Mm. L'enfant dont je te parlais là sur le balancement, cet enfant-là, il avait un autisme entre modéré et sévère, plus peut-être une déficience intellectuelle à côté, et très difficile de rentrer en contact avec lui par le verbal, par le jeu. Mais alors, une fois que je le prenais dans les bras et que je lui faisais comme une balançoire avec mes bras, bon, ça demande un dos assez costaud et les bras solides, parce qu'en plus, il est super grand. Mais ça, il adorait et après, il venait le chercher. C'est-à-dire qu'il me sollicitait pour que je le prenne dans les bras et qu'on fasse ce Mm. petit mouvement de balançoire humaine. Donc après, on a des balançoires un petit peu rondes qui existent et avec des supports que tu accroches sur le mur, donc des trucs ultra solides. Les enfants s'allongent sur le rond et là, tu les fais tourner et alors, tu as tout le monde, hein, autiste, neurotypique, tout le monde vient. Donc Mm. voilà, il Faut peut pas y le mettre avoir. trop loin du sol, par contre, hein. Alors, écoute, en général, c'était à 30 centimètres du sol. Ouais, c'est ça. Voilà, parce qu'après, quand ça monte, ça peut monter peut-être jusqu'à 70 centimètres. Et tu sais, on a nos petits sols rebondis
ou alors les copeaux de bois, là, donc bon, 70 centimètres, ça le fait. D'accord. Même tête Bon, moi, première, ils sont solides. bon, je préfère à 30 centimètres quand même. Ouais, mais Ok, bah écoute, ça me fait penser à ce que préconisait notre directrice pédagogique Marion Vigouroux qui faisait la marche du bébé, donc en tenant le bébé contre elle et puis en faisant ce mouvement de balancier. Et ça marchait toujours, ça faisait toujours un apaisement assez impressionnant chez le bébé. Alors écoute, Damien, cet épisode, on va bientôt le terminer. Je pense que tu nous as donné beaucoup de conseils et d'astuces. J'ai encore une question à te poser. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller au gestionnaire de crèche, celui qui n'est pas forcément sur le terrain en train de subir la colère ou les transgressions des enfants, mais qui veut soutenir son équipe? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? alors je pense que c'est déjà écouter l'émotion qu'il y a derrière la demande de l'équipe. Parce que derrière, voilà, peut-être des éléments factuels qui pourraient nous paraître pas si graves que ça, il y a une émotion qui se cristallise. Et si à un moment donné, on n'offre pas une écoute à cette émotion-là, donc ça peut être en APP, ça peut être aussi en réunion pro et direction. Mais voilà, si ça se cristallise et que c'est pas entendu, ça, je pense que la colère, elle va rester. Donc déjà, entendre l'émotion, et une fois que l'émotion, elle est entendue, là, on va repartir sur le factuel et essayer de trouver des solutions ensemble. Et je pense que ça passe aussi par identifier des stratégies personnelles pour chaque professionnel, parce que voilà, quand on travaille en crèche, on a une sensibilité. Et cette sensibilité, elle est à double tranchant. Soit, voilà, on va être dans une émotion empathique, avec des émotions comme la tristesse ou la joie, où on le ressent fois 1000, mais quand c'est la colère et des gestes agressifs, on le ressent fois 1000 aussi. Donc voilà, pouvoir apprendre à gérer sa propre émotion, je pense que ça peut être l'objet d'une journée péda fixée par la direction. Donc voilà, trouver des outils, trouver des intervenants qui pourraient guider les professionnels vers ça. Alors, voilà, tu as dit le mot. En fait, il faut quand même se faire accompagner hein, par Oui, des intervenants. Donc, je le dis souvent ces derniers temps, mais pour moi, le rôle du psychologue en crèche, c'est vraiment un rôle qui est fondamental. mm, Et donc, nous, on avait notre psychologue Marie-Rose Scavelli qui venait toutes les semaines dans nos crèches. Je pense qu'il ne faut pas se suffire du minimum légal bien sûr. qui ne permet pas d'accompagner toutes les situations. Donc moi, j'invite vraiment tous les gestionnaires de crèches à se rendre compte que ben, ce besoin-là que tu viens de décrire, Mm, c'est-à-dire entendre l'émotion dans des réunions, faire intervenir quelqu'un pour les accompagner dans des stratégies, ben, tout ça, ça nécessite l'intervention d'un psychologue de crèche mm, un peu plus souvent et de façon régulière bien parce sûr. que ben, tu vois, les gestionnaires ne sont pas toujours à même de gérer ça. Alors, il y a quelques gestionnaires de crèches qui sont des professionnels du terrain et qui ont déjà vécu tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont des solutions. Mm, Et puis, il y a aussi des gestionnaires qui bah, ne sont ni psychologues de crèche, ni infirmières, ni EJE. Mais en tout cas, voilà, le fait de se retrouver dans cette situation est quand même assez fréquent et commun. bien sûr. Et souvent, ils ont vraiment cette envie que ça marche et de se dire, mais comment je vais faire pour aider mes professionnels? Et ils peuvent très vite se sentir en échec. Bien sûr. Mmh. Parce que tu fais deux trois lectures et tu dis: «Bon, ça a l'air facile, il y a telle piste», mais finalement, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça nécessite de réguler une émotion et de ramener un sentiment de compétence professionnelle. Parce que c'est pour ça, finalement, qu'on sort du cadre et qu'on commence à avoir des pratiques du genre, punition, c'est qu'on se sent pas compétent et qu'on perd le contrôle. J'ai en tête un exemple où il y avait une pro, c'était dans une crèche inclusive, qui me disait: «Mais tu sais, Damien, nous, on manque vraiment de formation sur les enfants différents». Et en même temps qu'elle me dit ça, elle est en train de gérer la crise d'un enfant de 6 ans avec un TSA de l'autisme bien, bien costaud. Et elle est en train de le gérer, c'est-à-dire qu'il était en train de jouer avec un filet d'eau depuis à peu près 1 heure et demie, et c'était le temps de passer à autre chose. Parce que la vie de la crèche faisait que c'était le temps de passer à autre chose. Et donc lui, il y a une grosse frustration, et donc elle me parle, et en même temps, elle lui pose les mains sur les épaules. Donc elle me dit: «Oui, tu sais, c'est difficile parce que je trouve qu'on n'est pas assez formé». Elle lui dit: «Bon, regarde maintenant, tu vois, on va passer de ce point-là». Donc elle a une petite image comme ça, elle montre des petits pictogrammes, et on va rentrer à l'intérieur. Donc voilà, tu vois, on se retrouve dans les situations, moi j'arrive plus à gérer, je me sens dépassé.
Voilà, hop, j'ouvre la porte. Elle parle en même temps, elle fait tout. Donc l'enfant, il s'assoit, il mange. Elle a géré une crise que personne n'aurait pu gérer à sa place, moi le premier. Et à la fin, je lui dis, est-ce que tu t'es rendu compte qu'en même temps que tu me parlais, ben, tu as super bien accompagné un enfant qui était parti sur une crise? Elle dit, oui, mais tout le monde est capable de le faire. Non, absolument pas tout le monde. Là, Mm. tu as ces capacités et ces capacités, elles sont super pertinentes. Donc là, je lui redonne aussi un sentiment de compétence en soulignant des éléments positifs. Tu Ouais. vois? Mais tu lui as pas dit, bah, si tu veux, on parlera de ça après, quand tu auras fini. Mais non, parce que je trouvais ça tellement drôle comme situation que je me suis dit, mais jusqu'où ça va aller? J'avais trop envie de, Ouais, de faire ok. l'expérience. Moi, Donc, comme je te disais, c'était le moment où on parlait aux gestionnaires, mm, je leur recommande quand même de prendre des temps de réunion en dehors de la section, et plutôt que de parler aux professionnels pendant qu'il est en train de gérer la mm. crise. Mais je comprends ton exemple. Mais ouais, elle était en panique, elle avait vraiment envie d'en parler à ce moment-là, tu vois. Donc, Ouais, euh, donc bon, je l'ai écoutée et en même temps, ce que j'ai vu, c'était qu'elle elle était qu'elle s'en capable, sortait très bien. ouais, non seulement de s'en sortir, mais en plus d'être en double tâche à ce moment-là. Je lui dis, ben, Mm. franchement, respect, hein. Ouais, bah écoute, c'était une professionnelle qui maîtrisait la situation, qui avait Oh oui. probablement, qui débarquait pas du jour au lendemain. Non, 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 bien formé Voilà, pour le coup, c'est ça. mais Donc, je pense, tu sais, c'est un peu, tu sais, comme au temps du Covid, là, on avait l'impression de tout savoir sur le Covid, et il y a des gens qui nous ont montré cette courbe où au début, tu sais, tu crois tout savoir, et plus tu avances, et plus tu as l'impression de rien savoir. Mais je pense qu'elle a été justement sur la descente, là, parce qu'elle avait accumulé tellement de compétences qu'au bout d'un moment, elle se dit, ah ouais, mais en fait, il y a tellement de champs où je connais rien, mais d'un autre côté, c'est peut-être un signe que j'ai atteint un certain niveau de maturité professionnelle, là. oui, l'humilité professionnelle qui Mm. vient aussi avec la compétence. Oui. Très intéressant ce que tu dis. Écoute, en tout cas pour les auditeurs, Mm. n'hésitez pas, je pense, à faire appel à votre direction, Oui. à dire à votre gestionnaire, à votre direction que vous êtes débordé par la situation et à demander du soutien. Et quant aux gestionnaires et aux managers, je pense que c'est vraiment important de dire à l'équipe qu'on est là et qu'on est là en soutien et qu'il ne faut pas hésiter à transmettre. Voilà, il faut vraiment faire équipe et pas se dire je vais donner des injonctions, leur dire que c'est interdit de punir et puis elles vont se débrouiller. Mm. C'est vrai qu'on a beaucoup ces injonctions, il faut Oui. pas punir, il faut pas crier, etc. Mais après, bah, Qu'est-ce on qu'on fait fait? quoi? Eh oui, Voilà. c'est ça un peu Donc la difficulté le aujourd'hui, sujet. c'est qu'on se retrouve avec très peu d'outils, beaucoup Mm. d'interdits, et on nous dit souvent, quand on nous donne des outils, ça va être assez vague. Accompagnez-le avec bienveillance. D'accord. Ok, c'est quoi? Merci. Ah, c'est Bon, vrai, hein? bah, Mm. tu nous as donné des outils plus concrets aujourd'hui avec des exemples. Oui. Je pense qu'il y a pas mal de choses à piocher Mm. et puis bah, faire appel à un psychologue un peu plus souvent, ce qui nécessite un budget, bien Bien entendu, hein, sûr. donc c'est pas magique. Je travaille aussi là-dessus sur le podcast et avec nos clients chez Référence Petite Enfance. On accompagne beaucoup de micro-crèches, tu sais, et on voit bien que en ce moment, bah, il y a eu l'inflation, on a de moins en moins les moyens. Là où, dans le temps, on pouvait mettre beaucoup d'argent pour faire venir la psychologue, etc. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Donc, je pense qu'il faut beaucoup travailler sur le budget pour pouvoir financer la qualité d'accueil. Bien sûr. Mais voilà, en tout cas, je pense que ce que tu as dit aujourd'hui va peut-être aider aussi les pros à trouver des pistes. J'espère. Est-ce que tu as un dernier mot sur ce sujet avant qu'on se quitte? Ben, je pense, c'est vraiment dès que on se retrouve dans la situation où on fait appel à des outils comme la punition, ou ben, que ça doit être un signal d'alerte aussi pour les professionnels. Parce que voilà, quand on est professionnel de la petite enfance, on a tout le temps la tête dans le guidon. Et il y a un moment où nos limites, on ne les écoute plus et on les identifie que quand c'est trop tard. Donc voilà, moi ce que j'encouragerais à faire, pardon, chez les professionnels, ça serait vraiment avoir cette auto-empathie pour pouvoir reconnaître le moment où ça ne va plus et en parler à la direction, passer le relais aux collègues pour pouvoir trouver d'autres outils que ceux qu'on était prêt à mobiliser, comme la punition par exemple. Ouais, très, très juste. Je pense, je rebondis sur ce que tu dis. C'est important aussi de rappeler que les règles, elles se fixent à l'avance, on anticipe. En équipe pluridisciplinaire, ça ne doit pas venir de chaque pro dans la situation. Donc les règles, elles sont cadrées, elles sont fixées à l'avance pour des raisons qui doivent être justes. Et donc ça vient pas au fil de l'eau, c'est pas des improvisations. Et c'est aussi pour ça que le professionnel peut se reposer sur son management. C'est parce qu'on lui a donné ces outils-là
Donc à nous, managers de crèche, de venir en soutien à l'équipe et de ne pas les laisser trop dans le flou, quoi, dans l'autonomie illimitée, parce que ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de règles. Écoute, merci beaucoup Damien. Avec plaisir. On se retrouve très bientôt pour continuer sur ces sujets que tu retrouves tous les jours dans les crèches. C'est vrai, avec grand plaisir. Bon, à très bientôt. À bientôt, Amal, merci. Bravo, tu as écouté jusqu'au bout. C'est que la gestion de crèche, ça t'intéresse. Tu as envie de monter ta crèche, mais tu ne sais pas par où commencer. Ou tu as déjà tes crèches, mais tu te sens seule. Tu as peur des projets de réforme. Tu sens que les inscriptions ne sont plus aussi automatiques, mais tu n'es pas seule. Aurélie et moi, on a vu beaucoup de gestionnaires qui traversent les mêmes doutes que toi. C'est pour ça qu'on a créé Référence Petite Enfance. Ce n'est pas qu'un podcast, c'est aussi une agence de conseil. On te partage nos 17 années d'expertise, nos techniques de travail et on t'aide à prendre de la hauteur pour faire décoller tes crèches. On est là pour en parler avec toi, alors prends rendez-vous, le lien est en description de l'épisode. À bientôt!